Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 17 juillet 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 171 du podcast. Aujourd'hui, en fait, je vais revenir sur la dernière hausse du taux directeur par la Banque du Canada. On l'avait quand même anticipé, ça fait longtemps qu'on en parle, sauf que là, c'est fait. On est rendu à 5%. Donc, je veux un peu parler des répercussions de ça et mes attentes par rapport à la suite des choses. Ensuite de ça, je vais vous parler des résultats financiers des banques américaines. Donc, c'est sorti vendredi de la semaine passée. Il va en avoir d'autres cette semaine. Donc, voir qu'est-ce qui se passe du côté bancaire. C'est souvent ça nous donne une bonne aperçu de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie. Parce que les banques, veut pas, c'est là que l'argent se transige, autant du côté des consommateurs que des entreprises. Et je vais finir l'épisode avec les earnings de Tesla et de Netflix qui vont sortir cette semaine. Donc, les résultats financiers trimestriels de ces compagnies-là. On va commencer tout de suite en revenant sur mercredi passé. En fait, c'était une grosse journée pour les annonces économiques, c'est-à-dire que, premièrement, du côté des États-Unis, on a pu voir que l'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour le mois de juin, il a baissé à 3%. Et si on exclut la nourriture et l'énergie, les prix ont augmenté de 4,8%. Ça, c'est sur une période d'un an, évidemment, là, donc de juin 2023 comparativement à juin 2022. Je vous rappelle quand même qu'en juin 2022, l'inflation était quand même à son sommet, mais il y a clairement un ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Si on compare avec les derniers mois, en avril, l'IPC était à 4,9%, puis ça a descendu à 4% en mai, et là, comme je vous dis, au mois de juin, on est rendu à 3%. Par contre, encore une fois, même si les données concernant la hausse des prix, ça s'améliore du côté des États-Unis, je pense pas que ça va empêcher la Fed de monter son taux directeur. Et ça, on va avoir la décision de la Fed, c'est mercredi de la semaine prochaine. Comme je vous dis, moi, je m'attends encore une fois à ce qu'il y ait une augmentation de 25 points de base et que le taux directeur atteigne 5,5% du côté de nos voisins au sud. Et deuxièmement, mercredi de la semaine passée, c'est là qu'on a pu voir que la Banque du Canada a décidé de hausser son taux directeur. Et là, on est rendu à 5%. La dernière fois que les taux d'intérêt étaient aussi élevés que ça, c'est-à-dire à ces niveaux-là au Canada, c'était en avril 2001. Donc, ça fait plus de 20 ans de ça. Mais, tu sais, cette hausse de 25 points de base-là, c'était quand même anticipé dans les milieux financiers. C'est pas une surprise pour beaucoup de gens qui suivent ça. Mais ça a quand même surpris beaucoup de monde que la Banque du Canada augmente encore ses taux d'intérêt. Là, je parle de monsieur, madame, tout le monde qui trouve que ça n'a pas d'allure. Et pour vous donner une idée de l'impact sur les paiements hypothécaires à taux variable, évidemment à ceux qui ont un taux variable avec des paiements qui fluctuent, là, parce que tu peux prendre l'option des paiements fixes. Je ne vous parle pas de ceux-là. Je parle vraiment des paiements hypothécaires à taux variable. Si on prend une hypothèque de 400 000 $, à Star, ça c'est un bungalow des années 80 sur le bord de l'autoroute. Mais bref, une hypothèque de 400 000 $ avec un taux variable amorti sur 25 ans, ça revenait à 1600 $ par mois. Ça, c'était en février 2022, donc avant la hausse du taux directeur. Et là, un an et demi plus tard, avec le taux directeur à 5%, la même hypothèque coûte plus de 2800 $ par mois. Donc, ça représente une hausse de 1200 $ par mois pour les personnes qui ont une hypothèque de 400 000 $ avec un taux variable. Donc, c'est sûr que c'est difficile à budgéter ça, un différentiel, un écart de 1200 $ par mois. Et là, comme je vous dis, avec un taux directeur à 5%, on est officiellement passé dans un environnement économique qui récompense les épargnants et qui punit les emprunteurs. C'est-à-dire que durant les 10-15 dernières années, c'était pas le cas. Durant la dernière décennie,
le taux directeur au Canada, il n'a jamais dépassé 2%. Et ce que ça a fait concrètement, c'est que les taux d'intérêt pour les comptes épargne, les CPG, qu'on appelait les certificats de pauvreté garantie, les taux d'intérêt là-dessus étaient ridiculement bas. On parle de 1-2%. Et c'était le même principe qui s'appliquait sur les dettes. C'est-à-dire qu'avec le coût d'emprunt était très, très bas. Donc, ça encourageait le monde à contracter des prêts et à acheter avec du financement du fait que les taux d'intérêt étaient très, très bas. Et maintenant, on est rendu dans des circonstances inverses. Si on regarde du côté des CPG, les épargnants, donc le monde qui met de l'argent de côté, ils peuvent avoir un taux d'intérêt garanti autour de 5%. Et ça, c'est avec un CPG, là, rien de plus safe que ça. Et même du côté des comptes épargne standards, on parle de taux d'intérêt autour de 2%. Donc ça aussi, c'est un rendement garanti. Et ça donne un incitatif aux particuliers, aux gens, à mettre de l'argent de côté pour le faire fructifier. Et à l'inverse, avec les taux d'intérêt actuels, les emprunteurs vont payer le gros prix s'ils veulent contracter un prêt. Je vous ai parlé du taux préférentiel dernièrement, je pense que c'était dans l'épisode d'avant ou l'autre de v'là 2 semaines, mais là, dites-vous que le taux préférentiel dans les grosses banques canadiennes, il est rendu à 7,2% depuis le mercredi passé. Et ce que ça veut dire, c'est que les taux d'intérêt sur tous les types de prêts à taux variable, tous les taux d'intérêt vont monter. T'sais, on parle des marges de crédit, on parle des prêts auto. T'sais, un prêt auto, là, c'est rendu autour de 8% dans le neuf, puis dans le used, c'est peut-être plus du 9-10%. C'est des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que dans le temps. Et dites-vous que les taux hypothécaires, qui sont des prêts très safe pour les banques, c'est des prêts garantis par une maison, et les taux d'intérêt variables là-dessus sont rendus dans les environs de 6,7%. Et là, de mon côté, avec le niveau d'endettement actuel des Canadiens, je vois pas comment le monde va pouvoir maintenir leur beat de vie encore longtemps. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair, l'économie canadienne s'en va dans le dallo, on s'en va vers un ralentissement économique, le monde n'aura pas le choix de couper leurs dépenses. Et la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que, d'après moi, la hausse du taux directeur au Canada à 5%, c'était la dernière hausse du taux directeur. Ça, c'est à mon avis. Je pense que prochainement, la vague de renouvellement hypothécaire, ça va faire mal à beaucoup de propriétaires. Et je pense que c'est ça qui va enclencher un peu la récession, ou du moins le ralentissement de la croissance économique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai lu un article dans le Journal de Montréal qui disait que le prix de vente des maisons allait se stabiliser dans les prochains mois. Écoute, peut-être dans les prochains mois, ça va se stabiliser, mais à mon avis, fin 2023, début 2024, on va voir la baisse la plus significative du marché immobilier depuis les années 1990. Il faut comprendre que la forte augmentation du prix des propriétés au Canada, ça coïncide avec la période où les taux d'intérêt étaient au plancher. Donc, c'est sûr qu'avec un coût d'emprunt qui est très, très bas, ça va pousser les gens à acheter des actifs, à s'endetter, entre autres avec l'achat d'une maison. Mais malheureusement, cette période-là de coût d'emprunt très bas, pour moi, c'est terminé. Et la première place que ça va se refléter, ça va être justement dans le secteur de l'immobilier. Je l'ai déjà expliqué, l'immobilier, c'est le secteur dans l'économie qui est le plus sensible aux variations des taux d'intérêt. Et l'affaire qui est triste là-dedans, c'est que ça fait tellement longtemps que le marché immobilier n'a pas baissé, que le prix des maisons n'a pas droppé, que j'ai l'impression que tout le monde pense que le prix des maisons, ça peut juste monter. Mais je vous confirme que non. Historiquement, il y a eu des baisses de prix. Ces baisses de prix-là ont duré plusieurs années. Et c'est normal, tu sais, des maisons, ça reste des actifs. Et la valeur de ces actifs-là dépend de l'offre et de la demande. Et la demande dans ce secteur-là,
comme je vous dis, est beaucoup drivé par le coût d'emprunt, autrement dit, les taux d'intérêt. Bref, je vous dis tout ça, là, mais soyons honnêtes, si on exclut le monde qui suivent l'actualité économique de près, je vous dirais que le reste du monde ne sont pas vraiment conscients des conséquences de la hausse du taux directeur. Ils voient ça dans le Journal de Montréal, par exemple, mais ils n'ont pas la compréhension des répercussions de ça. En général, le monde, qu'est-ce qu'ils vont remarquer en premier, c'est l'augmentation des prix à l'épicerie, le prix du gaz, quand ils vont aller se tanker, c'est direct devant eux autres, ils s'en rendent compte, et également le prix des logements. Mais à part de ça, ils se rendent plus ou moins compte de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie. Je vous donne un exemple. Demandez à une personne que vous connaissez qui est rendue à rembourser son prêt étudiant, demandez-lui c'est quoi le taux d'intérêt sur son prêt étudiant. Je vous garantis que le 3/4 du monde, ils vont pas savoir qu'il est rendu à 7,7%. Je veux dire, pour savoir ça, il faut que tu saches c'est quoi le taux préférentiel. Il faut que tu saches que le prêt étudiant, c'est 0,5% au-dessus du taux préférentiel. Faut que tu le cherches un peu parce que c'est pas la banque qui va t'appeler pour t'informer de tout ça. Eux autres, ils vont appliquer le taux d'intérêt, puis that's it, that's all. Donc, on se retrouve avec du monde qui n'ont pas réellement conscience de l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Il y a aussi bien du monde qui ne vont pas le ressentir immédiatement. Si tu ne refinances pas ta maison tout de suite, si tu n'as pas acheté une voiture, si tu n'as pas de marge de crédit à taux variable, ça peut bien fluctuer. De ton côté, tu ne ressens pas réellement ça. L'inflation peut-être un peu plus. Je veux dire, tout le monde va à l'épicerie. Mais au niveau de la hausse des taux d'intérêt, si tu n'es pas pogné avec des dettes à taux variable ou si tu n'es pas dans une période où tu es en mode achat, là, tu vas acheter un boat, tu vas acheter un auto, peu importe. Si tu n'es pas dans ce timing-là, il y a de bonnes chances que la hausse des taux d'intérêt, ça te passe 5 pieds par-dessus la tête. Et justement, de mon côté, mon gros problème quand j'essaie de prévoir la direction de l'économie à court terme, là, c'est que j'ai tendance à évaluer quelles seraient les décisions financières les plus judicieuses considérant les circonstances économiques. Le problème avec ça, c'est que ça ne veut pas dire que la majorité du monde vont agir de la façon que je m'attendrais logiquement. Je donne un exemple. De mon bord, moi j'avais pensé que dans la seconde moitié de 2023, donc à partir du mois de juin, on serait déjà dans une récession au Canada. Je pensais ça parce que je me suis dit, avec la hausse des prix et avec la hausse des taux d'intérêt combinés ensemble, les consommateurs vont commencer à moins dépenser pour le bien de leur santé financière. Et c'est là que je me suis trompé parce que en date d'aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas ralenti leurs habitudes de consommation. Ça continue à dépenser. La seule chose, c'est que pour arriver à tout payer ça, maintenant, le monde s'endette de plus en plus avec leur carte de crédit. Donc, à ce moment-là, on voit des soldes sur des cartes de crédit à des niveaux records, des demandes pour des nouvelles cartes de crédit qui explosent encore. Donc la demande n'a pas réellement baissé. Le monde achète à crédit, le monde s'endette, le monde continue de voyager. Il n'y a pas eu de ralentissement comme j'aurais pu anticiper. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une couple de personnes qui sont endettées et qui étirent l'élastique en espérant qu'il arrive un miracle ou que la situation finisse par se régler toute seule. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, tant qu'à moi, le ralentissement économique, on ne pourra pas l'éviter. C'est juste qu'il a été repoussé dans le temps du fait que le monde se sont servis de la dette pour continuer à consommer. Mais ultimement, il y a une fin à ça. Et là, on s'entend. Vous autres, vous écoutez le podcast Finance 360. Donc, je me doute que vous regardez vos finances personnelles puis que vous êtes conscient de l'importance de l'investissement. Sauf que pour le reste du monde qui écoute des podcasts pour rire ou qui ne s'éduquent pas sur l'économie, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas conscience que leur santé financière se détériore pas. T'sais, dans les faits, leur endettement continue de monter, leur pouvoir d'achat diminue, puis eux autres, ils continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. La seule chose, c'est que quelque part dans le temps,
ils vont avoir une mauvaise surprise. Tu peux pas pelleter par en avant sans fin. Tu sais, quand il va falloir qu'ils achètent une nouvelle voiture ou qu'ils refinancent leur hypothèque, ou juste quand ils vont prendre le temps de regarder le solde sur leur carte de crédit ou leur marge de crédit. Si le solde fait juste monter, à un moment donné, ça va les rattraper. Et tout ça pour dire que la hausse du taux directeur par la Banque du Canada, c'est réellement quelque chose de majeur et les répercussions sur l'économie vont être catastrophiques pour le monde qui sont surendettés. Comme je vous dis, même si à court terme, ils ne le ressentent pas, ça ne veut pas dire que ça ne les affecte pas. Si à un moment donné, ils prennent le temps de regarder l'état de leurs finances personnelles, ils vont se rendre compte que ça se dégrade. Ils vont peut-être se rendre compte qu'ils sont coincés dans une spirale d'endettement, que c'est pratiquement impossible de rembourser tout ça. Bref, c'est mieux d'être préventif, c'est mieux d'être informé que de se retrouver avec des mauvaises surprises dans une couple d'années. Sinon, si on regarde du côté des marchés boursiers, la semaine passée, c'était les earnings de JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Et on a pu constater que les résultats financiers trimestriels des grosses banques américaines ils ont dépassé les attentes des analystes. On peut voir que la majorité des profits proviennent bien évidemment des revenus d'intérêt sur les prêts. En date d'aujourd'hui, les consommateurs américains continuent de payer leurs prêts. Il n'y a pas de problématique au niveau des retards de paiement ou de défauts de paiement, même si, comme je vous dis, même principe qu'au Canada, les consommateurs doivent s'endetter avec leur carte de crédit pour arriver à tout payer. Et si on se penche du côté du département des clients commerciaux, donc les compagnies, on peut constater que les entreprises sont beaucoup plus frileuses, dans le sens qu'ils préfèrent être prudentes, ils remettent des projets à plus tard, tout ça dans le but d'éviter de contracter des nouveaux prêts. Et ça peut nous donner un peu le sentiment général des compagnies aux États-Unis. Les entreprises, ils pèsent sur le frein et ça donne un peu l'impression qu'ils s'attendent à un ralentissement économique. Ils veulent pas mettre à risque leur solidité financière avec des prêts avec des taux d'intérêt élevés. Et en fait, ce comportement-là, le comportement du côté commercial, c'est pas mal plus à ça que je m'attendais. Sauf que, pour le moment, le comportement des particuliers, ça n'a pas vraiment changé. Ils n'ont pas modifié leurs habitudes de consommation avec la nouvelle picture du côté de l'économie. Et le point marquant pour les grosses banques américaines, c'est par rapport à l'influx de dépôts. C'est-à-dire que dans le dernier trimestre, avec la peur par rapport au manque de liquidité des banques régionales, évidemment suite à la faillite de la Silicon Valley Bank, il y a beaucoup de clients des petites banques régionales qui ont préféré transférer leur compte chèque dans des institutions majeures comme JP Morgan et Wells Fargo. Donc, visiblement, la panique dans le secteur bancaire, oui, ça a défavorisé les banques régionales, mais de l'autre côté, ça a favorisé les plus grosses banques. D'ailleurs, du fait qu'il y ait autant de monde qui dépose leur cash dans les plus grandes banques, les taux d'intérêt sont encore excessivement bas sur les comptes bancaires. Donc, même avec la hausse du taux directeur aux États-Unis, si on regarde les comptes épargne, on parle encore d'un taux autour de 0,01%. Donc, par exemple, ça c'est pour les comptes épargne chez JP Morgan. Et comme je vous dis, les grosses banques n'ont pas besoin d'offrir des meilleurs taux pour aller chercher des clients. Les clients quittent les banques régionales pour se rediriger vers les gros joueurs. Sinon, cette semaine, il y a les résultats financiers de Tesla et de Netflix qui vont sortir. Tesla, je vous rappelle, qui ont diminué le prix de leur voiture une couple de fois depuis la fin de l'année passée. Et cette baisse de prix-là, ça pourrait se refléter sur les revenus de l'entreprise. Ça dépend s'ils en ont vendu plus avec cette baisse de prix-là, mais il faudrait vraiment que le volume soit considérable pour contrebalancer la diminution de prix. Mais ce que les investisseurs vont plus se pencher, d'après moi, ça va être du côté de la marge bénéficiaire parce que Tesla avait des prix vraiment plus élevés que ses compétiteurs et ça laissait place à une marge de profit beaucoup plus intéressante. Si on regarde là, au dernier trimestre, on parlait d'une marge de profit brute d'environ 19%.
Et avant ça, c'était 23%, mais même à 19%, ça reste au-dessus de la marge bénéficiaire des autres constructeurs automobiles, mais comme je vous dis, ça reste une diminution de la profitabilité pour Tesla. Donc, à mon avis, je pense que c'est là-dessus que l'attention des investisseurs va se diriger. Je pense que les gens vont vraiment regarder les résultats financiers de Tesla et se pencher du côté de la marge de profit parce que c'était un des gros avantages concurrentiels de Tesla. En ayant des prix aussi élevés que ça donne de la marge de manœuvre, ça permet de réinvestir ailleurs avec les bénéfices de l'entreprise. Sauf que là, pour être en mesure de battre la compétition, particulièrement en Chine, Tesla a comme pas eu le choix de baisser ses prix. Donc, c'est venu affecter sa marge bénéficiaire. Et pour ce qui est de Netflix, il y a 2 nouvelles stratégies qui vont avoir affecté les résultats financiers du dernier trimestre. 1, le forfait moins cher avec de la pub. Et 2, le blocage du partage de mots de passe. Première des choses, je veux quand même vous informer que le prix de l'action de Netflix a connu une croissance d'environ 140% depuis un an. Donc en 12 mois, Netflix est passé de 189 à 450 $ par action. Le ratio cours-bénéfice, c'est-à-dire le prix de l'action divisé par le bénéfice par action, ce ratio-là est passé d'en dessous de 20 à présentement 49. Donc, à mon avis, Netflix est passé d'un titre sous-évalué à potentiellement un titre surévalué par le marché. Donc, qu'est-ce qui est à surveiller avec les earnings de Netflix? C'est les revenus qui proviennent du forfait avec de la publicité parce que, oui, le prix de l'abonnement mensuel est moins cher, sauf que de l'autre bord, tu as des annonceurs qui payent pour mettre de la pub. Donc, ce segment-là pourrait être très payant pour Netflix. Je pense que ça pourrait même pousser des compétiteurs à se lancer là-dedans. De l'autre côté, on veut également suivre la progression par rapport au nombre de nouveaux abonnés sur Netflix. Donc ça, suivant leur nouvelle politique anti-partage de mots de passe. Et là, théoriquement, il devrait y avoir une hausse importante du nombre de nouveaux abonnements du fait qu'ils viennent d'implanter ça aux États-Unis au dernier trimestre. Donc, à moins que tout le monde ait abandonné Netflix, on devrait avoir un boost du côté des abonnements. Si on regarde au premier trimestre de 2023, Netflix avait gagné 1,75 million de nouveaux abonnés, avec au total plus de 230 millions d'utilisateurs. Et le consensus des analystes pour le second trimestre, donc celui qui s'en vient, serait de 1,85 million de nouveaux abonnés et un bénéfice par action de 2,90 $. Donc mercredi, on va voir si Netflix dépasse le consensus des analystes ou si les analystes étaient complètement dans le champ et étaient beaucoup trop optimistes par rapport à ça. À mon avis, le prix actuel des actions de Netflix, il reflète déjà des attentes très élevées par rapport à la croissance des abonnements. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir le prix des actions de Netflix baisser, même si les résultats financiers sont en ligne avec les attentes des analystes. Donc, même si on a des très bons résultats financiers, il est possible qu'on voit les actions de Netflix dropper du fait que, à mon avis, les attentes sont peut-être un peu exagérées du côté de Netflix. Donc, je conclue l'épisode là-dessus. Juste laisser savoir que, contrairement à une couple d'autres podcasts, je vais pas faire une pause jusqu'en automne. Je vais essayer d'être constant durant tout l'été. Je vais peut-être skipper une semaine ou deux maximum parce que je vais être à l'extérieur, j'aurai pas de réseau, j'aurai pas le matériel pour enregistrer le podcast. Mais sinon, je vais m'assurer de vous partager le plus d'informations possible sur l'économie, sur la bourse. Je veux vraiment pas perdre le beat de ce côté-là parce que quand tu es un investisseur autonome, il n'y a pas vraiment de congé dans le sens que il y a toujours des opportunités été comme hiver, autant pour du trading à court terme que pour le portefeuille long terme. Il faut rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe, autant du côté de l'économie, des nouvelles spécifiques aux entreprises, aux industries.
il faut rester au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers parce que des fois, de ne pas être là pendant une couple de semaines, une couple de mois, tu peux passer à côté des bons deals, puis tu peux passer à côté des bons profits pour des transactions. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.